Cependant, sans un engagement ferme de l'État, de la société civile et des organisations engagées dans la lutte pour le droit des personnes vivant avec un handicap, parler des droits de ces personnes ne serait alors qu'utopique. Les préjugés et les discriminations envers cette catégorie de la population sont légion. Si une société dans son ensemble ne se lève pas comme un seul homme, cette lutte ne sera que vaine. Ainsi, Monsieur le Président, la question de la promotion et la protection des personnes handicapées nécessite plus que jamais une approche globale et inclusive. En effet, dans son plan stratégique pour les personnes en situation de handicap, les Nations Unies soulignent avec force que les droits fondamentaux pour toutes les personnes en situation de handicap font partie intégrante, de façon inaliénable et indivisible, de l'ensemble des droits de la personne et des libertés fondamentales. Monsieur le Président, cette nouvelle législation sur laquelle nous sommes appelés à débattre va-t-elle permettre de jeter les bases d'une société inclusive en faveur des personnes vivant avec un handicap, comme le réclament ces dernières depuis des décennies? The Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, que nous propose le ministre de la Sécurité sociale, ne vient malheureusement pas poser les jalons d'une société mauricienne plus accueillante pour les handicapés. Il est bon de rappeler que selon les chiffres officiels, quelques 84 000 personnes vivent avec un handicap à Maurice et malheureusement ce texte de loi est, à mon avis, tiré par les cheveux et manque surtout de profondeur. Dans une très large mesure, des doutes subsistent quant à la capacité de ce texte de loi de protéger les personnes vivant avec un handicap contre les stigmatisations et les injustices dont elles sont victimes dans leur vie quotidienne. À titre d'exemple, je m'interroge encore comment et pourquoi, presque 5 années après que la question ait été posée dans cette Chambre, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota pour que le langage des signes, soit utilisé pour les comptes rendus en direct des travaux de l'Assemblée nationale. D'autres avant moi l'ont souligné aussi. Une inaction qui prive une section de la population, surtout les sourds et les malentendants, à un accès à l'information. C'est ce qu'on appelle, Monsieur le Président, une absence de considération à cette forme d'handicap que nos yeux ne voient pas. C'est effectivement là où le bas blesse. Vu le temps qu'a pris le ministère de la Sécurité sociale avant de venir avec une telle loi, nos amis les handicapés s'attendaient à un texte beaucoup plus explicite, limpide et surtout plus profond dans le fond comme dans la forme. Après plus de 14 années de discussions et de propositions, cette loi, dont la mission première est to eliminate discrimination against persons with disabilities, aurait dû, en fait, être une loi qui peut servir d'exemple dans cette région d'Afrique et dans le bassin de l'océan Indien. Ce texte de loi, Monsieur le Président, ne vient pas établir de manière ostensible les méthodes qui seront utilisées pour éliminer les discriminations et les stigmatisations dont sont victimes les personnes vivant avec un handicap, ni aussi comment leur vie sera améliorée. Pourtant, en 2015, Monsieur le Président, Maurice avait fait l'objet d'un rapport considéré comme accablant des Nations Unies sur la situation des personnes vivant avec un handicap à Maurice. Dans ce rapport, Monsieur le Président, on peut lire entre autres, et je cite, « des informations faisant état d'obstacles physiques, socio-économiques et culturels qui entravent la pleine intégration des enfants dans la société, en particulier ceux qui souffrent de handicap intellectuel. » Fin de citation. Monsieur le Président, pourtant l'honorable ministre était bien présente lorsque le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies avait examiné ce rapport en août 2015. Mais a-t-elle tiré les leçons qui s'imposaient? Il faut croire que non. Comme il est expliqué dans l'Explanatory Memorandum, avec l'entrée de cette nouvelle loi, the Lois Largest Trust Fund Act, the National Council for Rehabilitation of Disabled Persons Act and the Training and Employment of Disabled Persons Act sont appelés à disparaître. À la place, la nouvelle loi propose 2 superstructures qui sont premièrement the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Unit, qui sera désormais connue selon les amendements proposés comme the Empowerment Unit, et
deuxièmement, the National Disability Authority, qui sera connue comme the National Empowerment Authority. Deux changements de nom, pour le moins incongrus, et que j'espère la ministre viendra nous expliquer la pertinence subite de ce change of name. En effet, Monsieur le Président, deux structures qui sont appelées à fonctionner à l'intérieur du ministère de la Sécurité sociale et dont les membres seront essentiellement des représentants de divers ministères. Il est vrai que dans son rapport de 2015 sur le handicap à Maurice, les Nations Unies avaient indiqué que les lois mauriciennes sur le handicap sont fragmentées. Et de ce fait, il y avait une nécessité d'harmonisation. Mais n'empêche, Monsieur le Président, que le constat n'a pas changé 8 années après. L'harmonisation que nous propose la ministre avec ce texte de loi nous mène directement vers l'institutionnalisation de la politique envers les personnes en situation de handicap. En effet, par le biais de ces deux structures, nous sentons déjà une volonté de la ministre d'avoir un contrôle absolu sur ces deux entités. Monsieur le Président, comme toutes les lois qui ont été votées dans cette Assemblée par ce gouvernement, The Protection and Promotion of Rights of Persons with Disabilities Bill n'échappe pas à cette règle, désormais établie, qui consiste à mettre en place des boards en tout genre pour placer des proches du pouvoir. Pour preuve, les membres qui composeront le board du National Empowerment Authority seront tous nommés par la ministre, comme indiqué dans la section 29 K et L. Or, pour le National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons Act, la majorité des membres étaient élus lors d'une assemblée générale. Tandis que the Empowerment Unit, elle, Monsieur le Président, sera composée essentiellement de personnes issues du ministère de la Sécurité sociale. Visiblement, nous avons enfin un gouvernement dont l'objectif principal reste le contrôle absolu, sans pour autant avoir une politique bien définie et des objectifs précis, notamment envers les personnes vivant avec un handicap. Monsieur le Président, les instances internationales telles que les Nations Unies, Handicap International, le Bureau international du travail et même le Parlement panafricain préconisent une approche inclusive dans l'exercice d'élaboration d'une loi aussi sensible. Cette approche inclusive doit aussi prendre en compte plusieurs dimensions et orientations, notamment au niveau social, éducatif, sanitaire et économique, entre autres. Ces instances recommandent aussi que les espaces publics, les technologies et les communications soient accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Dans The African Model Law on Disability, document produit par le Parlement panafricain et dont une copie avait été remise à la ministre, il est expliqué à l'article 7, et je cite, « The state shall take effective and appropriate measures to, premièrement, promote and conduct educative campaigns to raise awareness of the inherent dignity of persons with disabilities. Ensuite, to ensure that persons with disabilities have access to services, facilities and devices to enable them to live with dignity. Et finalement, to protect and promote respect for the dignity of persons with disabilities on an equal basis with others. » Fin de citation. Monsieur le Président, je reviens donc à ma question posée un peu plus tôt, à savoir si ce texte de loi répond à ces recommandations. Il est vrai que dans leurs attributions, ces deux structures doivent travailler à la conception et à la mise en œuvre des politiques, des projets et programmes en matière de handicap. Mais quelle est la politique de ce gouvernement en matière de protection et de l'émancipation des personnes en situation de handicap? Cette loi, Monsieur le Président, ne donne malheureusement pas d'indications, notamment en termes d'accès facile aux services et aux bâtiments publics, à l'éducation et aux technologies, au logement, à la formation vocationnelle, à l'emploi et à la promotion d'une carrière professionnelle, à la promotion d'une carrière professionnelle, aux loisirs, à la culture, au sport, aux soins et à la réhabilitation, aux prestations sociales, à la justice et aux cours de justice. Cette liste, Monsieur le Président, ne s'arrête toutefois pas qu'à ces quelques points que je viens de mentionner. Prenons par exemple la question de l'éducation. La section 8 de ce texte de loi évoque en effet la formation et l'éducation des enfants ayant un handicap. La section 8.3, plus précisément, indique, et je cite,
An admission as a student to a special education needs school shall be for a transitional period, except when it is otherwise determined by the Special Education Needs Authority. Il y a, à mon avis, Monsieur le Président, une absence de logique dans cette section de la loi qui n'impose aucune limit of time concernant cette transitional period lorsqu'un enfant handicapé n'est pas admis au départ dans la bonne institution éducative. Si on parle de la dignité et des droits des personnes vivant avec un handicap, il est impératif que dès le départ, un enfant soit placé dans la bonne école et non pas dans une institution où le temps de transfert peut être interminable. Mais là encore, le ministère de la Sécurité sociale n'assume pas ses responsabilités puisque c'est une instance, la Special Education Needs Authority, qui, je le rappelle, ne tombe pas sur le ministère de la Sécurité sociale, mais sous celui de l'Éducation qui prendra les décisions. Est-ce cela une société inclusive que ce gouvernement dit vouloir créer pour les personnes vivant avec un handicap? Monsieur le Président, l'accès à l'éducation est le pilier de toute action visant à donner une plus grande chance à tous, incluant les personnes vivant avec un handicap. Il s'avère aujourd'hui qu'il existe encore des institutions scolaires qui n'ont aucune, sinon très peu de facilité pour assurer une mobilité facile des étudiants avec un handicap. Monsieur le Président, autre sujet que les instances internationales recommandent fortement est l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Les sections 41 à 44 offrent des incentives aux entreprises qui emploient des personnes avec un handicap, notamment des tax deductions à hauteur de 300% pour chaque employé handicapé ou des déductions de taxes allant jusqu'à 1 million pour les donations aux institutions charitables ou encore la prime à l'emploi scheme. Très bien. J'espère, Monsieur le Président, que ces mesures incitatives vont vraiment encourager les entreprises à faire l'effort nécessaire pour l'employabilité de personnes avec un handicap. Et nous savons tous comment, dans le passé, sous the Training and Employment of Disabled Persons Act, les employeurs ne respectaient pas la section 13 de ce texte de loi, à savoir qu'un quantum de 3% d'employés avec un handicap devait être embauché par toute entreprise ayant plus de 35 employés. J'ai été cependant, Monsieur le Président, consterné de constater dans le texte de loi qui nous est présenté que cette clause avait été biffée complètement. Toutefois, je suis heureux, je dirais, que la ministre fait amende honorable, sans doute ayant pris conscience de ce manquement. Mais les propositions d'amendement faites au deuxième schedule de la loi ne vont pas dans le sens d'une amélioration de la situation. La proposition de la ministre passe en effet de quantum de 3% à 1 à 2% entre 50 pour les entreprises employant 50 et 200 personnes, alors que le quota de 3% n'est appliqué que pour les entreprises employant plus de 201 personnes. Toutefois, on est en droit de se demander si effectivement ces mesures incitatives suffiront pour inciter l'embauche de personnes handicapées dans tous les secteurs. Il est primordial, Monsieur le Président, que dans le sillage de la présentation de cette loi, les ministères de la Sécurité sociale et du Travail lancent une campagne pour sensibiliser les entreprises aux avantages de la diversité et aux compétences des travailleurs avec un handicap. Il faut que l'État donne véritablement toutes les chances aux personnes vivant avec un handicap. Parlant de la formation, il faut dire que ce gouvernement a failli, à mon avis, dans sa tâche, car le board du Training and Employment of Disabled Persons fait preuve d'une absence de vision et de perspicacité depuis 2015. Je le dis une fois encore, cette loi propose très peu d'éléments pour une intégration inclusive des handicapés par le biais d'une formation adéquate et adaptée à leurs besoins et aux besoins des compagnies privées.
Dans le même temps, Monsieur le Président, je ne peux passer sous silence concernant la composition du Board du National Empowerment Authority tel qu'il est libellé à la section 29 du texte de loi. La question des droits des personnes en situation de handicap est une question sérieuse et ne doit pas être banalisée et ne doit être en aucun cas placée entre les mains de personnes sans expérience dans ce domaine. Dans la foulée, je trouve cela inexplicable qu'aucun responsable du sport pour les personnes en situation de handicap ne se retrouve au sein du National Empowerment Authority. You have 3 minutes. À ce niveau, j'ajouterai qu'à Maurice, très peu d'attention est accordée afin que les personnes vivant avec un handicap participent aux activités récréatives, culturelles et de loisirs, qui sont pour autant les ingrédients naturels d'un mode de vie sain. Autre élément où j'aimerais attirer l'attention, c'est l'absence d'une politique de logement pour les personnes vivant avec un handicap. À titre d'exemple, il serait bon de savoir combien de maisons adaptées pour les personnes handicapées sont en construction. Une question qui reste pour l'heure sans réponse. Monsieur le Président, dans le sillage de la présentation de ce texte de loi, nos amis handicapés espéraient qu'il ouvrirait des portes comme leur donnant un accès plus facile à la justice et aux services légaux, un emploi équitable, aux soins de santé, des services de réadaptation et des aides techniques aux services publics et à l'éducation, entre autres. Ou encore que cette loi favorise la création d'espaces inclusifs pour favoriser les interactions sociales et promouvoir le développement et l'utilisation de technologies assistées pour améliorer l'indépendance des personnes handicapées. Il est temps, par exemple, que cessent les décisions incompréhensibles du Medical Board, qui a tendance à créer plus de désarroi au sein des familles avec l'application de ces règles. Une personne, Monsieur le Président, qui pendant 20 ans a touché une pension d'invalidité ne peut subitement être privée de sa pension alors que son handicap n'a guère changé. C'est incompréhensible. Il est temps, Monsieur le Président, de revoir tout le fonctionnement et les critères utilisés par ce board qui sont dépassés. Ils n'ont jamais été amendés, ni n'ont évolué dans la bonne direction, en dépit des promesses faites dans cette Chambre par la ministre elle-même. Monsieur le Président, une société inclusive pour les personnes handicapées repose sur la reconnaissance de la diversité humaine et l'engagement en faveur de l'égalité des opportunités. Cette loi, Monsieur le Président, aurait dû aussi faire provision pour la mise en place d'une structure de dépistage d'handicap que la société ne voit pas, telle que la schizophrénie et les troubles qui y sont liés. Conclude. Une minute, Monsieur le Président. La schizophrénie est en effet un mal qui touche de plus en plus de Mauriciens. Selon des chiffres disponibles, il y aurait à Maurice plus de 7000 personnes qui sont atteintes de cette forme d'handicap. Et il serait important, je pense, de développer un programme de dépistage chez les jeunes. D'autant que les causes génétiques de la schizophrénie ne font plus aucun doute. Des études scientifiques ont en effet démontré que les enfants de parents schizophrènes ont par exemple 10% plus de risque de développer eux-mêmes la maladie. Et en tant qu'élu, je ne peux que dénoncer l'absence de considération sur cette question, tout comme l'absence de structure d'accueil pour les personnes souffrant de ce handicap. Pour terminer, Monsieur le Président, je dirais que j'ai été personnellement témoin dans ma circonscription comment certaines familles sont victimes de cette maladie et qui souffrent en silence. Et pour conclure, Monsieur le Président, à mon avis, cette loi est une mauvaise copie dans la mesure où le monde évolue plus que jamais vers la mondialisation et vers une société inclusive, car nos amis handicapés, non seulement ont-ils le droit d'avoir des droits, mais ont aussi le droit d'être différents. Je vous remercie. Mayotte. Merci, Monsieur le Président. Il est regrettable de constater que notre collègue, l'honorable Franco Quirin, a encore une fois vu le verre à moitié vide. Et c'est vraiment dommage. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est avec un sentiment de fierté et d'engagement que je m'adresse à cette auguste assemblée sur une question cruciale qui concerne
les droits fondamentaux de nos concitoyens les plus vulnérables, donc les personnes qui vivent avec un handicap ou alors des personnes en situation de handicap. Permettez-moi, Monsieur le Président, pour commencer, faire part de cette réflexion sur notre identité mauricienne, dont je suis fière et j'espère que les autres membres de cette Assemblée le sont aussi. Cette terre sur laquelle nous vivons, ce melting pot de différentes origines, de cultures, de couleurs, dans laquelle nous coexistons, cette terre où la diversité est célébrée et où l'inclusion est valorisée, évolue aussi, je dis bien évolue aussi avec nos frères et sœurs en situation de handicap. Je parlais de ce sentiment de fierté, oui, Monsieur le Président, fier d'appartenir à un gouvernement responsable qui a toujours pris à cœur de garantir à chaque individu, quelles que soient ses origines, son statut socio-économique ou son état de santé, puisse vivre avec dignité et égalité. Les faits sont là, Monsieur le Président, au risque de me répéter, les faits sont là. Qu'est-ce que ce gouvernement, sous le leadership de notre Premier ministre, n'a pas fait jusqu'à ce jour pour le bien-être et la protection des personnes en situation de handicap? Cependant, nous devons reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer que les droits des personnes en situation de handicap soient pleinement respectés et protégés. Dans ce contexte, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler les principes énoncés dans les déclarations universelles des droits de l'homme qui proclament que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ces principes fondamentaux, considérés également comme le fer de lance de notre Premier ministre Pravin Jugnauth, ainsi que la ministre de la Sécurité sociale, l'honorable Fazila Djiwa-Doriaou, sont aujourd'hui appelés à être appliqués de manière inclusive et décisive, reconnaissant bien sûr la diversité des capacités humaines et garantissant que les personnes en situation de handicap ne soient pas exclues de la pleine jouissance de leurs droits. Les clauses relatives aux droits des personnes en situation de handicap ont été renforcées par des instruments juridiques internationaux tels que la Convention des Nations Unies aux droits des personnes handicapées. Adoptée en 2006, cette convention reconnaît que les personnes en situation de handicap ont le droit à la pleine participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle de leur pays, sur un pied d'égalité avec les autres. Ces dispositions légales et ces principes fondamentaux nous rappellent l'importance de garantir que nos lois nationales soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Et c'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous devons aujourd'hui diriger et soutenir ce projet de loi sur la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap à Maurice. Monsieur le Président, ce projet de loi représente la vision du gouvernement où chaque individu, quelle que soit sa condition, est pleinement respecté dans ses droits et dans sa dignité. Et là, j'aimerais citer le président Roosevelt. Je sais que certains de mes collègues l'ont fait avant moi. Eh bien, cet ancien président des États-Unis était lui-même une personnalité en situation de handicap. Il fut le premier président de l'histoire à assumer ses fonctions dans une chaise roulante. Et c'est surtout cette citation de Roosevelt que je retiens. Je cite: « Nous mesurerons le progrès d'une société à la manière dont elle prend soin de ses plus vulnérables. » Fin de citation.
Cette citation, Monsieur le Président, résonne profondément dans nos cœurs en tant que membres du gouvernement, membres de la société mauricienne et gouvernement responsable, fier de ses filles et fils du sol en situation de handicap. Permettez-moi de partager aujourd'hui quelques histoires inspirantes qui illustrent la force et la détermination des personnes en situation de handicap. J'ai entendu l'honorable Franco Quirin et plein d'autres collègues parler de Jane Constance. Eh bien, je voudrais également saluer la force et la détermination de cette artiste que j'ai connue toute petite, une artiste mauricienne exceptionnelle. Elle a su transcender son handicap visuel pour devenir une voix puissante sur la scène internationale. Son parcours remarquable démontre que le handicap, effectivement, ne devrait pas et ne doit pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves, mais plutôt un défi à surmonter avec courage et résilience. Je pense aussi à Emeline Lo Kwang, diplômée et employée dans la fonction publique, grande militante des droits des personnes en situation de handicap. Je pense également à Stéphane Céline, très connu dans les régions de Cassis, Cité-Validji et le Ward 4. Stéphane Céline, ex-champion de danse en fauteuil roulant, ambassadeur du Global Rainbow Foundation, qui travaille depuis plus de 30 ans dans une imprimerie et papeterie commerciale. Et comme ma collègue Kalpana Kunjusha, je ne peux passer sous silence les performances extraordinaires de nos athlètes paralympiques qui ont démontré au monde entier que le handicap n'est pas un obstacle à l'excellence. Leur détermination, leur force de caractère et leur esprit de compétition ont inspiré des millions de personnes à travers le monde, brisant les stéréotypes et ouvrant la voie à une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. Et bien sûr, il est de mon devoir de saluer Noémie Alphonse, vice-championne du monde devenue une figure incontournable des championnats du monde paralympiques, Anaïs Angélique, Roberto Michel, Giovanni Michel et j'en passe, la liste est vraiment longue. Monsieur le Président, ces success stories nous rappellent également l'importance du soutien familial dans le parcours des personnes en situation de handicap. Il est clair, Monsieur le Président, que ce projet de loi reconnaît cette dimension essentielle en prévoyant des mesures concrètes pour soutenir les familles dans leur rôle de pourvoyeurs de soins et de soutien émotionnel à leurs proches en situation de handicap. Monsieur le Président, sous le leadership éclairé de feu Sahaniro Jugnot, notre nation a réalisé des avancées significatives dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Des mesures importantes avaient été prises pour améliorer l'accessibilité des infrastructures publiques, renforcer les droits et promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la vie mauricienne. Mais aujourd'hui, je tiens également à saluer les efforts de notre actuel Premier ministre, Pravin Jugnot, qui a poursuivi cette voie d'inclusion et de soutien aux personnes en situation de handicap. Notre gouvernement a mis en œuvre des politiques et des programmes visant à améliorer l'accessibilité des infrastructures publiques et sur certaines plages, à fournir un soutien financier aux familles et à promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Monsieur le Président, aujourd'hui, en soutenant ce projet de loi, nous avons l'occasion de réaffirmer notre engagement envers les principes de justice, d'égalité et de respect des droits de l'homme. Ce projet de loi vise à éliminer les obstacles qui entravent la pleine participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale, économique et politique de notre pays. Il prévoit des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination et les préjugés, renforcer l'accessibilité des services publics et privés et promouvoir une culture d'inclusion dans tous les aspects de la société mauricienne.
Monsieur le Président, en adoptant ce projet de loi, nous envoyons un message clair, celui d'une île Maurice résolument engagée à construire un avenir plus inclusif et équitable pour tous ses citoyens. Nous nous engageons à garantir que chaque individu, indépendamment de son handicap, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel et de contribuer à la prospérité de notre nation. Ensemble, nous pouvons faire de Maurice un exemple de justice, de respect des droits et d'inclusion pour le reste du monde. Cependant, Monsieur le Président, nous savons que dans la réalité, de nombreuses personnes en situation de handicap font face à des défis considérables dans leur vie quotidienne. Ils sont confrontés à des obstacles physiques, socio-économiques, au regard de certains qui malheureusement limitent leur pleine participation à la société. Alors, ce projet de loi prévoit, dans la partie 1, qui comprend plusieurs volets essentiels, qui établit dans un premier lieu un cadre juridique solide pour la protection des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Elle garantit leur droit à la non-discrimination, à l'égalité des chances et à la pleine participation à la vie sociale, économique et culturelle de notre pays. Chose que n'a pas vue notre collègue, l'honorable Franco Quirin. La partie 2 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre la discrimination et les préjugés envers les personnes en situation de handicap. Elle prévoit des mesures spécifiques pour sensibiliser le public, former les professionnels et promouvoir une culture d'inclusion dans tous les secteurs de la société. La partie 3 reconnaît l'importance du soutien familial et le bien-être et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Des programmes et des services qui seront mis en place pour soutenir les familles dans leur rôle essentiel de fournisseurs de soins et de soutien émotionnel à leurs proches handicapés. Bref, chaque clause de ce projet de loi, Monsieur le Président, vise à apporter de meilleures conditions de vie pour chaque personne vivant avec un handicap. Et ce projet de loi reconnaît le rôle crucial des forces de l'ordre dans la protection des droits des personnes en situation de handicap. Les autorités auront pour responsabilité de porter assistance aux personnes handicapées victimes d'abus, de violences ou de discrimination et de veiller à ce que leurs plaintes soient prises au sérieux et traitées avec diligence. Monsieur le Président, en adoptant ce projet de loi, nous nous engageons à faire de Maurice un modèle d'inclusion où chaque personne, quels que soient ses défis, pourra s'épanouir et contribuer pleinement à la société. Nous nous engageons à construire un avenir où le handicap ne sera plus un obstacle, mais simplement une différence parmi tant d'autres à célébrer et à respecter. En conclusion, Monsieur le Président, permettez-moi de transmettre mes meilleures salutations aux parents des enfants autistes et aux enfants autistes, car nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'autisme. J'ai une pensée pour les filles de la Maison d'Entraide, aux résidents du foyer Vivre Debout, aux enfants et adultes de la Prime et de la PEIM, ainsi qu'aux membres de l'association Association of Women with Disabilities, ainsi que toutes les personnes en situation de handicap à Maurice, Rodrigue, à Galéga et ailleurs. Oui, ensemble, nous pouvons créer un avenir plus juste, plus équitable pour tous les Mauriciens, un avenir où personne n'est laissé pour compte, où chacun pourra réaliser son plein potentiel. Enfin, Monsieur le Président, je tiens à assurer mon honorable collègue, Madame Fazila Djiwa-Doriaou, de mon soutien total à ce projet de loi afin que nous puissions continuer à avancer ensemble vers un avenir de justice et d'inclusion pour tous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'emblée, une question pertinente et cruciale se pose. Quelles mesures ont été prises pour garantir aux personnes en situation de handicap un accès optimal à ce débat parlementaire? Tout comme mon collègue,
de ce côté de la Chambre, l'honorable Fabrice David, je suis consternée de constater que la retransmission télévisée de ces débats ne sera pas accompagnée d'une interprétation en langue des signes, limitant ainsi l'accès à l'information pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Monsieur le Président, je déplore le délai de 10 ans qu'a nécessité l'élaboration de ce projet de loi. Une ébauche était déjà prête lorsque les élections générales ont été déclarées en 2014. Et je suis convaincue que le projet de loi sur le handicap aurait été adopté il y a longtemps sous un gouvernement travailliste. Il est regrettable que nos concitoyennes et nos concitoyens en situation de handicap aient dû attendre une décennie pour que leurs droits et leurs besoins prioritaires soient reconnus et adressés par notre législation. Monsieur le Président, j'ai écouté attentivement le discours de la ministre de la Sécurité sociale. Cependant, je remarque qu'il y a certains faits qu'elle a omis délibérément. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler à cette Chambre la contribution significative du Parti travailliste à la promotion des personnes en situation de handicap dans notre pays. Le Parti travailliste a toujours placé le bien-être des personnes en situation de handicap au cœur de ses valeurs. Je m'explique. Avant même l'indépendance, Sir Sagar Ramgoolam et Sir Veerasammy Ringadoo avaient mis en œuvre un Income Support Programme pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. C'est toujours sous le régime travailliste que le National Pension Act de 1976 a établi les fondements de l'État-providence à Maurice, garantissant une pension d'invalidité de base à toutes les personnes en situation de handicap éligibles, assurant ainsi un revenu mensuel pour répondre à leurs besoins essentiels. Monsieur le Président, l'amélioration du bien-être des personnes en situation de handicap va au-delà des prestations financières. Il est essentiel de les autonomiser en leur offrant des opportunités d'emploi et de formation pour qu'ils contribuent pleinement à la société. Ce n'est nul autre que l'ancien Premier ministre travailliste, le docteur Navin Ramgoolam, qui a apporté le Training and Employment of Disabled Persons Act en 1996, qui imposait aux entreprises de plus de 35 salariés d'inclure au moins 3% des personnes en situation de handicap dans leur effectif. Cependant, la suppression de cette obligation dans la nouvelle législation suscite des inquiétudes quant aux perspectives professionnelles des personnes en situation de handicap. Monsieur le Président, ce projet de loi répond à une obligation internationale établie par l'ONU, notamment la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, signée en 2007 et ratifiée en 2010 par le gouvernement travailliste. Sous la direction de la ministre de la Sécurité de l'époque, je sais que ça fait mal, mais c'est la stricte vérité. Sous la direction de la ministre de la Sécurité sociale de l'époque, Madame Sheila Bapou, le gouvernement mauricien
s'est engagée à respecter cette convention. Et c'est Madame Sheila Bapou qui participait aux réunions préparatives à New York, qui a plaidé pour l'inclusion de 2 articles spécifiques sur les enfants et les femmes en situation de handicap, malgré les réticences d'autres pays membres. En vertu de l'article 8, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour promouvoir une approche fondée sur les droits de l'homme et créer une base de données exhaustive sur le handicap en collaboration avec la UNDP. Monsieur le Président, il est bon de rappeler que le Building and Control Act de 2012, inspiré par la Convention, assure l'accessibilité des bâtiments publics pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite, celles avec des difficultés de communication, les personnes âgées et les femmes enceintes. Les incitations offertes par le ministre des Finances de l'époque, l'honorable Xavier-Luc Duval, ont encouragé l'acquisition de bus à plancher surbaissé, facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap. De plus, la politique de transport gratuit mise en place en 2010 inclut également les personnes en situation de handicap et les parents accompagnant leurs enfants en situation de handicap à l'école continuent de bénéficier du remboursement des frais de transport. Monsieur le Président, d'autres lois majeures en matière de droits de l'homme ont été adoptées, telles que le Equal Opportunities Act de 2012 et le Employment Rights Act de 2018. Des mesures significatives ont été prises pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie publique et politique, comme rendre les bureaux de vote accessibles à tous. De plus, un exemple inspirant est celui de Monsieur Kumara Payendi, une personne souffrant de cécité qui a su briser les barrières en devenant maire d'une ville importante, démontrant ainsi que les capacités des personnes en situation de handicap ne doivent pas être sous-estimées. Monsieur le Président, je souhaiterais à présent formuler quelques propositions. Dans le projet de loi, la définition de l'aménagement raisonnable ne correspond pas à celle de la Convention, qui inclut divers aspects de la vie. Par exemple, au tribunal, des facilités comme l'interprétation en langue de signes sont cruciales. Dans la version initiale du projet de loi, c'était prévu dans l'article sur l'accès à la justice, exigeant des aménagements raisonnables lors de procédures judiciaires pour les personnes en situation de handicap. Lors de l'arrestation d'une personne en situation de handicap, des aménagements raisonnables sont essentiels, comme éviter l'usage d'instruments de contrainte, tels que des menottes ou des chaînes, en accord avec le UN Mandela Rules. Dans le projet de loi original et dans le projet de la GRF, il est stipulé que le commissaire de police doit prendre en compte le handicap de la personne et lui fournir des aménagements raisonnables lors de l'interrogatoire, de l'arrestation ou de la détention. Troisième proposition, lorsqu'une personne en situation de handicap est détenue, elle doit avoir accès aux équipements fonctionnels nécessaires et être hébergée dans une cellule adaptée avec des toilettes appropriées, comme stipulé dans les règles minimales des Nations Unies pour le traitement des prisonniers. Ces règles soulignent également l'importance de fournir des informations de manière adaptée aux besoins des personnes ayant une déficience sensorielle. Quatrième proposition, l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap stipule que personne ne peut être privé de liberté en raison d'un handicap. Ainsi,
le handicap en lui-même ne peut justifier une privation de liberté. 5e proposition, l'article 12 de la Convention stipule le equal recognition before the law. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas faire l'objet de discrimination lors de l'obtention d'une assurance maladie ou d'une assurance vie qui doivent être fournies de manière équitable et raisonnable. 6e proposition dans le projet de loi original. Il est stipulé que toutes les personnes en situation de handicap jouissent de la capacité juridique sur un pied d'égalité avec les autres, conformément à l'article 23 du Code civil. Cela garantit leur droit à une égale reconnaissance devant la loi, ce qui leur permet de conclure des contrats et d'exercer leurs droits comme toute autre personne. 7e proposition, tous les websites gouvernementaux doivent être accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. 8e proposition, les inscriptions en braille et les services en langue des signes doivent être disponibles dans les lieux publics tels que la Pravasigat et le musée de l'esclavage. Aussi, autre proposition, chaque chaîne de télévision doit inclure un encart en langue des signes dans les journaux télévisés et les annonces majeures, notamment en cas de catastrophe ou d'épidémie, pour garantir l'accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes. 10e proposition, les informations sur la santé, telles que le VIH et les droits sexuels et reproductifs, doivent être accessibles via des formats adaptés tels que le braille et les gros caractères. 11e proposition, le Comité des Nations Unies sur le droit des personnes en situation de handicap a recommandé fermement que les personnes en situation de handicap ne subissent aucune stérilisation forcée, non thérapeutique, et qu'elles ne soient pas privées de leurs droits sexuels et reproductifs. 12e proposition, et c'est la dernière, en ce qui concerne l'article 37, qui limite le nombre de personnes en situation de handicap pouvant bénéficier d'un soutien d'une organisation non enregistrée, je trouve qu'il est rédigé de manière restrictive. De plus, la question de l'instance chargée de traiter les cas de discrimination reste en suspens. La version originale du projet de loi envisageait la création d'un tribunal d'arbitrage pour les questions liées à l'invalidité. Mais cela paraît être financièrement contraignant. Il serait peut-être plus approprié d'intégrer cette fonction dans la Commission des droits de la personne. Monsieur le Président, avant de conclure, je tiens à saluer tous ces professionnels et ONG qui quotidiennement travaillent sans relâche pour protéger les personnes en situation de handicap de notre République. Je soutiens pleinement l'ONG Tidiams dans son appel à modifier la définition de handicap dans le projet de loi. L'amendement proposé par Tidiams est la suivante: Disability means a long-term physical, mental, intellectual, sensory impairment, et Tidiam propose d'inclure autoimmune disorders of a person which substantially hinders his ability to carry out normal day-to-day activities. Pour conclure, je tiens à rendre hommage à un homme remarquable, Monsieur Loïs Lagesse, dont la générosité a permis de réserver une parcelle de terre pour la construction d'un centre destiné à encadrer et soutenir les personnes touchées par la déficience visuelle et la cécité. Je vous remercie pour votre attention. Honorable Jatan. Thank you. Mr. Speaker, sir,
There are such moments in this August House that warrant undisputable pride, as today, as this bill brought to the House today transcends the mere act of legislating. It represents a pivotal moment to be etched in our history. The very heart of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development revolves around leaving no one behind, and member states have pledged the same. This landmark legislation today demonstrates the unflinching commitment of this government to inclusiveness. And I have to say that this is a cause that I have been holding dear to, and it is today with a deep sense of purpose that I am adding my voice to support the protection and promotion of the rights of persons with disabilities in this August House today, which constitutes what I believe to be the blueprint for safeguarding the rights and dignity of persons with disabilities through the establishment of legal protection and mechanisms for redress. So at the very outset, I would like to congratulate the Honorable Fazila Doyaou, GCSK and Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity, under the strong leadership of the Honorable Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth, for all the efforts put for us to have this bill today. And we know since how long the intent was set. And as we say, like to set the balls rolling, it needed inputs from so many stakeholders. And today the bill is here, and it remains a fact that the bill brought in the House today is brought by this government. Monsieur le Président, permettez-moi de reprendre les propos de l'honorable David un peu plus tôt dans cette chambre qui disait que l'opposition parlementaire ne va pas surpolitiser. Mais c'est triste de noter les propos de l'honorable Anquetil qui a longuement parlé sur le Parti travailliste et surtout même les propos de l'honorable Kirin un peu plus tôt qui dit que ce projet de loi manque de profondeur ou certaines sections qui sont seulement des change of name. Mr. Speaker, sir, since this government is in power, we have seen how it has relentlessly stood up for the less fortunate and verily encapsulating the definition of a caring and compassionate government. And here I would like to quote the words of Mahatma Gandhi, I quote, that the true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members, unquote. Mr. Speaker, sir, I will not enumerate the number of measures adopted by this caring and compassionate government ever since it is in power, and especially during the testing times like COVID. But let me remind the House about two recent measures. The Honorable Anquetil was speaking about the basic invalidity pension, but let's be honest, the pension was only at 3,000 rupees, but today this pension is at 13,500 rupees. And secondly, the criteria has been reviewed. She was talking about the rights for children. So for children who are suffering and who have been suffering and who were deprived of any support, any financial support, today are able to get this kind of financial and monetary support, as the age criteria has been reviewed for all those less than 15 years old. And should I also remind the House about those who have lost an arm or have been amputated of a leg or hand, who will also now be able to benefit from its basic invalidity pension. These are just a few measures, Mr. Speaker, sir, but the one which really shows the heart of this government and of the Prime Minister is especially when we talk about those children who are suffering and where the government will take
will take charge of all the fees, of all the medical fees when we have to go for treatment abroad. Mr. Speaker, sir, this is what I call caring, and this is what I call daring to care. And pour pouvoir changer le statu quo et apporter des réformes audacieuses, ce qu'il faut, c'est l'audace, le courage, la détermination et du labeur, qui découle même du DNA de l'honorable Pravin Jugnauth. Et, Monsieur le Président, on this side of the House, we took that oath to stand up for justice and the universal human rights for all our citizens, thereby aligning seamlessly with the very ethos of the Sustainable Development Goals, particularly Goal 10, which is to reduce inequalities, and SDG 4, which is to ensure inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. Indeed, one of the key objectives of this bill is to foster a culture of inclusivity and accessibility within our educational institutions. By making provision for the accommodation of students with disabilities, this bill seeks to ensure that no child is left behind and that no child is deprived of the opportunity to fulfill their dreams. By standing for and aligning with these globally endorsed objectives, this government is not only responding to a moral imperative, but also fostering inclusive growth and sustainable development. The World Bank, in its published reports, has consistently highlighted that inclusive and equitable societies are vital for poverty reduction and for the success of development outcomes. And a nation's progress is not only measured by economic metrics, but also by the inclusiveness and well-being of the people, and especially the most vulnerable one. Through this legislation today, we are not only operationalizing the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, but we are also taking a significant stride towards ensuring that disability rights are integrated in our national legal framework. This bill stipulates the setting up of an independent monitoring mechanism which shall be responsible to promote and monitor the implementation of the convention. The clauses of the bill are really well laid and extensive, but I will just go through a few of them. For instance, Part 2, which has extensive clauses laid to ensure that there is prevention of discrimination and abusive treatment against someone on the basis of his or her disability. Well, Mr. Speaker, sir, this bill is clear testimony of a political will to protect any person with disability from any form of discrimination. And what constitutes discrimination has been clearly laid out as per Part 2, subsection 6 of the bill. And it is for the very first time, just like the Honorable Minister had said in her speech, that discrimination will be criminalized. So this is a first. And also, any person who commits what constitutes an act of abuse under this act will be deemed to commit an offense and will be, on conviction, be liable to a fine of up to 200,000 rupees and even to imprisonment of up to 5 years. This bill provides mechanisms for reporting and addressing instances of discrimination and human rights violation. By providing persons with disabilities with access to legal remedies and recourse, the bill empowers them to assert their rights and to seek justice in cases of discrimination and abuse. Mr. Speaker, sir, to ensure that the rights of persons with disabilities are protected and promoted, Part 3 of this bill entails a series of clauses, and one of them being training and education, whereby it is legislated that any educational and training institution, when admitting a person with disability, has the duty of care to ensure that it be equipped with adequate facilities. Mr. Speaker, sir, Part 4 of this bill comes up with the setting up of a special unit for the establishment
of protection and promotion of rights of persons with disabilities, which will oversee that the persons with disabilities are entitled without discrimination to equal protection and benefits under the Act and be protected against discrimination on all grounds. This new body will also oversee the coordination of all activities revolving around the implementation of the Convention and other international instruments to which Mauritius is a party. The new unit will also be looking at the conceptualization and implementation of disability policies, projects, and other such programs to be able to coordinate the government activities and strategies at the national level. And now I come to part 5 of the bill, which provides for the setting up of a national empowerment authority. And here, Mr. Speaker, sir, I would like to commend the Honorable Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity, the Honorable Doriaou, for the amendment brought to the name of this authority. And here I would like to tell to Honorable Quirin that no, it does not merely constitute a change of name, because the focus here is clearly on empowerment instead of disability. Earlier, as I said, that discrimination was defined as per this bill. But like my colleague, the Honorable Chakuri mentioned earlier, and even Honorable David mentioned, that the real discrimination relates to the inbuilt stereotypes. Comme l'a si bien dit l'honorable David, les regards sur les personnes en situation d'handicap. C'est ça qui constitue le vrai défi, Monsieur le Président. So, changing the name here and, for instance, saying special able instead of disabled, differently gifted instead of disabled, and just like the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who recently urged to even change the Hindi word Vikalang, which means problematic organ, to what you call Divyang, meaning divine organ. So these are not just change of names or change of words, or taking one word here to replace another. The aim behind is what needs to be looked at, Honorable Quirin. So it's about having the stepping stones to help change the inbuilt bias of society towards those who have been historically marginalized on account of their disabilities. And I wish here to pay respect to all of them, to all those children of the Mauritian soil, just like Honorable Mayat said earlier. There are so many names to mention, but amongst a few, like she said, Noémie Alphonse, Yacine Diou, Jane Constance, parmi tant d'autres, that I would like to say I commend the courage and also not just them, but the families and the support system they had throughout to make them refuse to be defeated by defeat due to their physical differences and to rise above being victims of their situations to being victors of their situation. Well, Mr. Speaker, sir, this authority, the National Empowerment Authority, will have as the main aim to empower the persons with disabilities to help them to achieve the optimum human potential while striving to shatter the barriers and inherent bias and stereotypes that have hindered the full participation and inclusion till now. It will advocate for improved collaboration between service providers and the people with disabilities. And Mr. Speaker, sir, this is tangible evidence of our firm resolve to place disability rights at the center of our governance structures. I will end by just taking a last close of this bill, which is about employment of persons with disabilities, where the bill has so many provisions to ensure that employers do employ people with disabilities. For instance, as the Honorable Minister Doriaou had explained really well earlier in her speech, for those employers having between 1 to 100 employees,
they should recruit at least one employee with disability. And for those having between 101 to 200, they should have at least 2. And for those having greater than 200 employees, the quota will be 3 persons. Well, this government has always been leading by example. And we can say that today, it has even taken the bold steps of applying the very same provisions to both the public and the private sector. So this bill also provides that an employer recruiting a person with disability has the duty of care to ensure that that employee not be required to do any work which, with respect to, or to the nature of his disability, will not be suitable. The bill also has fiscal incentives and prime à l'emploi to encourage employers to recruit people with disabilities, thereby denoting not only the moral obligation, but also economic pragmatism. And this is clearly articulated by the International Labour Organization that people with disabilities bring additional skills to the workplace that can actually enhance productivity and increase diversity. For instance, the prime à l'emploi of a maximum of 15,000 rupees to employers recruiting a person with disability, which will be equivalent to the basic wage or salary of that employee for the month and for the next 60 consecutive months, immediately following the month of employment, are such measures which lay a strong foundation for constructing what I call an authentically inclusive society. To conclude, Mr. Speaker, sir, I will say that by championing this bill, we are not merely contemplating a future in which our citizens, our individuals who have disabilities are empowered to contribute fully to the societal fabric, but we are actually creating the historical pathways to achieve same. In the stride towards ensuring that each and every citizen of Mauritius lives a truly dignified life, I believe that the name of the Honorable Prime Minister, Pravin Kumar Jugnauth, will be forever what I call be embossed in the golden letters of history, be it for the fight of employees to have their due, salaire minimum, negative income tax, pension for old age, basic invalidity pension, the children's bill, and today, this monumental piece of legislation brought in the House, which represents yet another stepping stone towards consistently building a society that is inclusive, accessible, and equitable for all individuals, regardless of their abilities or limitations, thereby giving each individual the necessary support and protection to thrive in all dignity. Thank you, Mr. Speaker, sir. MP Béranger. Ce projet de loi a pris beaucoup trop de temps à être présenté au Parlement. En 2016, l'honorable Paul-Raymond Béranger, leader de l'opposition, avait posé une PNQ sur le sujet et la ministre avait informé la Chambre que le premier draft avait déjà été approuvé par le bureau de l'Attorney General. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant 8 ans? Rien. Les droits des personnes en situation de handicap ont continué à être bafoués et méprisés. Hier, sur le plateau de Radio Plus, l'ancien député Etienne Sinatambou est venu lui aussi dire que depuis 2019, ce projet de loi avait été présenté au cabinet. Alors oui, la ministre peut venir nous dire dans son discours que pendant 4 ans, elle a fait des consultations, mais je crois qu'ici, Etienne Sinatambou l'a démasqué. Oui. Bien sûr, il est bon que ce projet de loi soit présenté devant la Chambre aujourd'hui, et c'est tant mieux, mais personne n'est dupe. Il a dormi dans un tiroir pendant tout ce temps pour être présenté à la veille des élections et avec beaucoup de lacunes. De manière générale, je rejoins mes collègues parlementaires avant moi qui jugent que ce projet de loi ne va pas suffisamment loin et ne donne pas effet entièrement à l'esprit de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes en situation de handicap, que Maurice a donc ratifié. C'est une loi qui est présentée juste pour que le gouvernement puisse s'en vanter de l'avoir fait. Mais dans la réalité, elle ne protégera pas davantage les droits des personnes en situation de handicap, malheureusement, dans la situation actuelle.
Je ne reviendrai pas sur les lacunes déjà mentionnées, mais je vais quand même développer quelques-unes, en commençant par celles concernant l'indépendance, puis les lacunes concernant la formation, ensuite celles dans la composition de l'unité pour la protection des personnes en situation de handicap, et je finirai par la question de l'accessibilité, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, à la pension ou à l'information. La section 4 crée un Independent Monitoring Mechanism, qui n'a d'indépendant que son nom lorsqu'on regarde sa composition. Et c'est le cas, malheureusement, pour toutes les autres entités créées par ce projet de loi, où le pouvoir de nomination du ministre et son pouvoir de donner des directives sont omniprésents, y compris en ce qu'il s'agit du National Empowerment Board. La section 11C fait la promotion de la formation pour les professionnels travaillant dans le secteur de l'habilitation et de la réhabilitation. Mais pourquoi se limiter à ce secteur? Pas de mention nulle part de la formation dans le bill, mis à part ici. Pourtant, la formation est plus que nécessaire pour d'autres professionnels, qu'il s'agisse de pédiatres, de médecins, de magistrats, de policiers. Formation aussi, par exemple, pour la détection précoce des handicaps. Les professionnels en psychologie témoignent de cas où les parents vont consulter à l'hôpital parce que leur enfant ne parle toujours pas à l'âge de 5 ans et on leur dit que ce n'est pas grave. Formation pour les professionnels de la petite enfance, également pour ceux de l'éducation hormis l'éducation spécialisée. Formation des policiers et policières qui sont mentionnés à la section 20, sous-section 2. Formation des policiers et policières primordiale pour gérer et interagir avec les personnes déficientes intellectuellement, autistes verbales et non verbales. Ces policiers et policières formés pourraient se regrouper en une brigade de la famille, similaire à la brigade des mineurs, mais pour les adultes en déficience intellectuelle et autistes. Formation des employeurs. Il faut absolument légiférer sur la formation des employeurs, spécifiquement au handicap intellectuel et à l'autisme, parce que ce sont deux conditions particulières. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les experts dans le secteur, notamment les professionnels en psychologie. Il est important de bien comprendre ces deux conditions pour prévoir les aménagements nécessaires et savoir comment faire face à leur manière de comprendre et d'interagir avec le monde. Et je profite de cette occasion pour les saluer parce que c'est la journée internationale pour la sensibilisation de l'autisme. La section 18 prévoit la création d'une unité pour la protection des personnes en situation de handicap. Je suggère qu'il y ait une équipe paramédicale au sein de l'unité pour la protection des personnes en situation de handicap. Les cas sont actuellement référés au ministère de la Santé, comme on le sait, mais qui est déjà surchargé et n'est pas spécifiquement formé au handicap, notamment à la déficience intellectuelle, à la trisomie et à l'autisme. Et il y a une différence à faire entre maladie et handicap, comme on le sait. L'existence d'une équipe paramédicale faciliterait aussi la mise en application de la section 19E qui fait provision pour un support psychologique offert par la Disability Rights Watch aux victimes d'abus. Cette équipe paramédicale serait également utile pour épauler le board qui, selon la section 46.3, est amené à décider si quelqu'un ou quelqu'une est en situation de handicap ou pas, et si elle mérite ou pas une pension. Il faut que cette décision soit bien inspirée par des professionnels qui comprennent le handicap intellectuel et l'autisme. Plus généralement, la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap a été complètement mise de côté. Cela fait pourtant partie d'un des points les plus importants de la Convention des Nations Unies sur les personnes en situation de handicap. Et bien sûr, l'accessibilité n'est pas seulement infrastructurelle, il s'agit d'abord de l'accès à l'éducation. Les étudiants en situation de handicap ne sont toujours pas équipés pour accéder aux plateformes en ligne, mais surtout,
il existe une discrimination flagrante qui doit cesser. L'honorable Manesh Gobin, lors de son discours aux Nations Unies en janvier de cette année, a dit que tous les secteurs de l'éducation sont maintenant gratuits à l'île Maurice. Mais ce n'est pas vrai. L'éducation spécialisée n'est pas gratuite à Maurice. Il y a des aides, mais elle n'est pas gratuite. Et c'est d'ailleurs une grande injustice envers les personnes en situation de handicap, et c'est la preuve concrète du mépris de ce gouvernement pour les principes d'inclusion et les droits des personnes en situation de handicap. C'est une énorme discrimination qui doit cesser. Ensuite vient l'accès à la pension. Cette question aussi est totalement mise de côté. Il y a d'abord le fait qu'à l'âge de 60 ans, bien que le handicap de la personne ne disparaisse pas, sa pension, elle, disparaît. Ce qui est également une grande injustice, et la présentation de ce projet de loi est l'occasion de rectifier cela. Le handicap intellectuel, par exemple, est aussi un handicap à vie, et il doit être reconnu comme tel. La pension doit être donnée à vie, dans ce cas. Le responsable du pôle adultes et familles de l'APIM, dont je me fais ici le porte-voix, nous apprend que beaucoup de bénéficiaires de l'APIM se retrouvent à un moment privés de leur pension. Beaucoup d'enfants autistes également n'ont pas de pension, simplement parce qu'ils peuvent parler. Mais le handicap, comme on le sait, n'est pas toujours visible. Il est donc absolument nécessaire de revoir les critères d'éligibilité pour la pension et le Carers Allowance, en tenant compte de l'augmentation depuis quelques années du nombre d'enfants autistes et en instaurant une approche humaine. Le Medical Board prend sa décision en se basant sur une approche médicale et non pas sur les droits humains comme le voudrait la Convention des Nations Unies. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a une différence à faire entre maladie et handicap. Et je pense que la présence d'une équipe paramédicale pourrait résoudre ce problème. Et finalement, l'accès à l'information. Qu'en est-il des appareils auditifs, du braille dans les espaces publics, les corps paraétatiques? Qu'en est-il des traductions en langage des signes? Pour rappel, le 25 mai 2020, j'avais adressé une lettre au président de la Chambre demandant la représentation d'une ou d'un interprète lors des travaux parlementaires pour permettre l'inclusion et la compréhension des échanges parlementaires en direct et pour permettre la compréhension de ce qui est en train d'être décidé pour le pays. J'ai compris que cela demandait beaucoup de ressources matérielles et humaines et que ce ne serait pas possible pour les prochaines séances. J'ai donc réitéré ma demande par écrit en décembre 2021. Et comme mes lettres sont restées lettres mortes, je me suis tournée vers le Leader of the House. Plusieurs questions ont été posées au Premier ministre en 2020, en 2022, sur la diffusion des travaux parlementaires et les bulletins télévisés en direct avec un ou une interprète en langage des signes pour rendre donc accessible l'information aux sourds et malentendants. En réponse à ma question B387 en 2021, le Premier ministre avait promis que le bulletin télévisé en langage des signes passerait de 1 à 2 par semaine et qu'un bulletin en direct serait instauré. Nous attendons encore. Ou bien, peut-être considère-t-il que 2 bulletins en langage des signes, mais le même bulletin, est suffisant. Dans les réponses à mes questions parlementaires, le Premier ministre a systématiquement mis en avant le manque de ressources techniques et humaines, mais surtout le coût onéreux que demande la mise en place des facilités permettant aux sourds et malentendants de suivre les bulletins télévisés en direct. Donc le gouvernement peut investir des millions dans des travaux routiers, dans des infrastructures, dans du béton, dans des podiums, mais ne veut pas mettre l'argent qui est nécessaire pour permettre l'inclusion de tout un chacun. Il est primordial de revoir les priorités, car il s'agit d'inclusivité, il s'agit du respect des droits humains et il s'agit du respect de la Convention des Nations Unies concernant les droits des personnes en situation de handicap dont Maurice est signataire. Oui, l'île Maurice est signataire de cette convention et l'article 21 de cette convention dit que nous devons allouer les fonds nécessaires et les ressources nécessaires
pour nous assurer que la transmission des programmes télévisés soit accessible à la communauté des sourds et des malentendants. Et le gouvernement est même supposé prendre des awareness actions par rapport à cela. Mais rien du tout. Donc en 2024, à l'heure de la technologie de pointe, il n'existe qu'un seul journal télévisé par semaine en langage des signes. Et l'information n'est malheureusement déjà plus d'actualité quand les personnes sourdes et malentendantes y ont accès. L'Inde, que beaucoup dans la majorité aiment prendre en exemple, l'Inde a adopté des standards pour permettre l'accessibilité aux programmes télévisés des personnes en situation de handicap en septembre 2019. Pourquoi ne pas leur demander une assistance s'il le faut? Le gouvernement peut demander une assistance à l'Inde pour le tram, pour jeter une piste d'atterrissage à Galega, pour envoyer un satellite dans l'espace, mais ne peut pas leur demander une assistance pour implémenter des standards et permettre aux sourds et malentendants de ne pas être discriminés et de comprendre quelles décisions sont en train d'être prises pour le pays. Et de le comprendre en direct, pas quand l'information n'est pas d'actualité, ni sans que l'information soit filtrée par la MBC. Les sourds et malentendants, eux aussi, font partie de notre pays. Eux aussi ont droit à l'information, la vraie information, pas celle de la MBC. Aujourd'hui, nous débattons précisément le projet de loi qui concerne spécifiquement les droits des personnes en situation de handicap. Mais cet aspect de l'accès aux programmes télévisés et à l'information en direct pour les sourds et malentendants est totalement méprisé. Pourtant, en sus des promesses du Premier ministre, le budget 2022-2023, lui aussi, annonçait 2 bulletins télévisés en langage des signes et la formation de, tenez-vous bien, 60 officiers. Ils sont où les 60 officiers formés aujourd'hui? Et ensuite, la ministre vient nous dire dans son discours que le gouvernement dirige en donnant l'exemple. J'aimerais bien savoir où il est l'exemple ici. Où sont les interprètes en langage des signes? J'insiste donc, cela devrait être possible d'investir ce qui est nécessaire pour que personne ne soit discriminé, pour permettre l'inclusion de tous. Et je profite de l'occasion pour réitérer notre soutien indéfectible à la communauté des personnes en situation de handicap. Nous continuerons à militer pour que les droits des personnes en situation de handicap ne soient pas méprisés et aussi pour combattre l'indifférence. Une fois au gouvernement, nous apporterons les amendements nécessaires pour combler les lacunes de ce projet de loi et dans notre Constitution. Parce que nous croyons que nous ne pouvons pas inspirer à une société juste et équitable tant que les droits des personnes en situation de handicap ne seront pas entièrement reconnus et respectés et tant que nous ne prendrons pas conscience en tant que nation que la différence est une richesse. Je vous remercie. I would just add my voice, referring to one sentence MP Bélanger stated in her speech when she said, referring to the chair, that she wrote to the chair about XYZ. So admit your own mistake. The chair is not involved in policy matters. You should learn that, and I am contributing in your experience. Now, I call the next orator, Honorable Abbas Mahmoud. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I would like, first of all, a very thank to the Honorable Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity for having brought to the House this bill, which will aim at safeguarding and advancing the rights of individuals with disabilities in Mauritius. Permettez-moi, Monsieur le Président, de mentionner a priori Mohamed Yassine Edou. Il y a tant d'autres encore, mais Yassine Edou, un handicapé de naissance, et qui est devenu figure incontournable dans le paysage mauricien, mais aussi au niveau international, avec sa persévérance.
Monsieur le Président, cela me fait rappeler la citation de Stephen Hawking. Aussi mauvaise que puisse paraître la vie, il y a toujours quelque chose que vous pourrez faire et réussir. Quand il y a de la vie, il y a l'espoir. Quelle volonté de Yacine Eddou. Au fil des ans, il a réussi à être à la hauteur. Je vous salue, Monsieur Eddou. J'ai aussi écouté avec attention le discours de l'honorable Johanna Béranger. De la démagogie, bien sûr, mais est-ce qu'on a oublié, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, même un enfant avec une situation de handicap, il a sa pension, full pension. Donc, si vous voulez pas voir la volonté de ce gouvernement, moi qui croyais écouter quelqu'un qui aspire à être dirigeant de notre pays, de la démagogie, comme toujours, je m'arrête là, Monsieur le Président. I will here shed light on the protection and promotion of the rights of persons with disabilities and its potential impact on the lives of Mauritian citizens with disabilities. This bill, Mr. Speaker, sir, is a significant step toward creating a more inclusive and supportive environment for individuals with disabilities in Mauritius, ensuring their rights are protected and promoting equal opportunities for their participation in society. Let's delve, Mr. Speaker, sir, into the details of this bill and how each section aims to improve the livelihood of Mauritian citizens with disabilities. Part 1 of the bill, Mr. Speaker, sir, known as the protection and promotion of the rights of persons with disabilities, includes the title and interpretation of the bill. It defines important terms such as abuse, act of abuse, authority, benefit, board, chairperson, and chief executive officer to ensure clarity and understanding throughout the document. This definition can be found in section 2 of the bill. Prohibition from discrimination and abusive treatment. Part 2, Mr. Speaker, sir, of the protection and promotion of the right of persons with disabilities bill focuses on prohibiting discrimination and abusive treatment against individuals with disabilities. Let us break down this section of the bill. Promotion from discrimination. This part of the bill, found in section 5, prohibits any form of discrimination against individuals on the basis of their disability. It ensures that individuals with disabilities are treated equally and fairly. Anyone who discriminates against a person with a disability will be subject to penalties as outlined in section 5 of the bill. Prohibition from abusive treatment. Section 6, Mr. Speaker, sir, of the bill addresses various forms of abusive treatment toward persons with disabilities. These include degrading treatment, prolonged mental or emotional harassment, intentional pecuniary loss, violent treatment,
failure to provide adequate care, exploitation, and neglect. The bill outlines the offences and corresponding penalties for such act in Section 6.2, aiming to protect individuals with disabilities from abuse. These provisions, Mr. Speaker, sir, are crucial in safeguarding the right and well-being of individuals with disabilities, ensuring that they are protected from discriminatory practices and abusive treatment. Part 3, protection and promotion of rights of persons with disabilities. Part 3 of the protection and promotion of the rights of persons with disabilities bill focuses on the protection and promotion of the rights of persons with disabilities. Let's simplify the section related to training and education and reference the specific section of the bill. Training and education. This section, Mr. Speaker, sir, found in Section 8 of the bill addresses the need for training and education opportunities for persons with disabilities. It emphasizes the importance of ensuring that individuals with disabilities have access to educational resources and support. The provision aims to cater to the special education needs of persons with disabilities and ensure that educational and training institutions provide adequate facilities for this purpose. Additionally, it outlines that admission to a special education needs school should be for a transitional period, except where determined otherwise by the Special Education Needs Authority, Section 8. This provision, Mr. Speaker, sir, is essential for enhancing the skill and knowledge of individuals with disabilities, thereby improving their prospect for employment and social integration. Part 4, protection and promotion of rights of persons with disabilities unit. Part 4, Mr. Speaker, sir, of the bills plays a crucial role in establishing the protection and promotion of rights of persons with disabilities unit within the ministry. This unit is tasked with ensuring that all persons with disabilities are entitled to equal protection and benefits under the Act without facing discrimination. The unit's functions are comprehensive and include promoting public awareness about the rights of persons with disabilities, developing and implementing measures for equal opportunities, and monitoring administrative arrangements to support the coordination of the government activities related to persons with disabilities. These details can be found in Section 15 to 21 of the bill. The establishment of this unit, Mr. Speaker, sir, signifies a dedicated effort to address the needs and rights of persons with disabilities, aiming to create a more inclusive and supportive environment for their well-being and participation in society. By promoting public awareness and implementing measures for equal opportunities, the unit seeks to ensure that individuals with disabilities have access to the necessary support and resources to thrive and contribute to society. Additionally, the monitoring of administrative arrangement underscores the commitment to effective governance and coordination in addressing the needs of persons with disabilities. Part 5, Mr. Speaker, sir, National Disability Authority. Part 5, Mr. Speaker, sir,
of the bill establishes the National Disability Authority, which plays a vital role in supporting persons with disabilities. The authority is responsible for various functions as outlined in section 25 to 28 of the bill. Establishment of the authority. This section found in section 25, Mr. Speaker, sir, establishes the National Disability Authority. The authority is tasked with assisting and supporting persons with disabilities to reach and maintain their optimal human potential, ensuring that the environment is barrier-free to enable independent and meaningful lives for persons with disabilities, promoting effective service delivery and advocating for collaboration between service providers and persons with disabilities. Additionally, the authority advises the Ministry on national policies and other matters related to persons with disabilities as detailed in section 26 to 28 of the bill. The establishment of the National Disability Authority signified a dedicated effort to address the needs and rights of persons with disabilities, aiming to create a more inclusive and supportive environment for their well-being and participation in the society. Part 6, Employment of Persons with Disabilities. Part 6, Mr. Speaker, sir, of the bill addresses the employment of persons with disabilities, emphasizing the duty of employers to provide opportunities for individuals with disabilities to join the workforce and outlining fiscal incentive for employing persons with disabilities. Duty to employ persons with disabilities. Section 7 of the bill, Mr. Speaker, sir, outlines the duty of every employer to endeavor to employ persons with disabilities, promoting opportunities for their inclusion in the workforce. This duty is detailed in section 39 of the bill, which emphasizes that every employer should make effort to employ persons with disabilities, and the board may summon, Mr. Speaker, sir, an employer to show case if they are not complying with this duty. Fiscal incentive for employing persons with disabilities. Section 8 of the bill provides for fiscal incentive to be given to employers who employ persons with disabilities, aiming to encourage employment opportunities for individuals with disabilities. This section, Mr. Speaker, sir, is designed to support and incentivize employers to create suitable employment opportunities for persons with disabilities as detailed in section 41 to 43 of the bill. These provisions are crucial in promoting the inclusion of persons with disabilities in the workforce and encouraging employers to provide suitable employment opportunities while also providing them with incentive to do so. Inspection of registered organization. This section, Mr. Speaker, sir, detailed in section 47 of the bill, outlines inspection of registered organization to ensure that the services offered to persons with disabilities comply with the provision of the Act. The purpose of this inspection is to verify that the services provided are of high quality and are suitable for individuals with disabilities as mandated by the Act. The inclusion of the provision reflects the commitment to upholding the right and well-being of persons with disabilities by ensuring that the services they receive meet the necessary standard
and are in line with the requirement of the legislation. This oversight is essential for safeguarding the rights and ensuring the appropriate care and support for individuals with disabilities. In summary, Mr. Speaker, sir, the protection and promotion of the rights of persons with disabilities encompasses provision aimed at eliminating discrimination, establishing the National Disability Authority, providing fiscal incentive for employees hiring persons with disabilities, and creating mechanisms for monitoring and reporting acts of abuse. By addressing these critical aspects, the bill seeks to ensure equal protection and benefit for individuals with disabilities, promote their inclusion in the workforce, and provide support for their overall well-being. This bill represents a significant stride toward creating a more inclusive and supportive environment for individuals with disabilities in Mauritius, ultimately aiming to improve their livelihood and ensure their rights are protected. I would like again to thank Honorable Jiwa Dariau for having at least brought this bill to this House for the benefit of the disabilities in Mauritius. With this word, Mr. Speaker, sir, I thank you and I thank everybody for having listened to me. Remember, let's suspend the sitting for 1 hour.